Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce jeudi 23 octobre 2025. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Célébration du 80e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, un événement organisé par le système des Nations Unies à Djibouti et le ministère des Affaires étrangères. Et la Cour internationale de justice ordonne à Israël de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdelkader Hussein Omar, a pris part aujourd'hui au Sheraton Hotel à la célébration du 80e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. Cette journée a vu la participation du coordinateur résident des Nations Unies, José Barahona, l'ambassadeur Geledris Omar est directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères. Cette célébration s'inscrit dans le cadre de la journée des Nations Unies commémorée chaque année le 24 octobre à travers le monde pour rappeler l'importance du dialogue, de la solidarité et de l'action collective au service de la paix et du progrès. La matinée a débuté par une séquence documentaire retraçant les 80 ans des Nations Unies ainsi que les grandes réalisations depuis 1945, suivie par la diffusion du message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l'occasion de cette journée. Le public a ensuite écouté le message vidéo du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, délivré à l'occasion de cet anniversaire historique. La séquence de vidéo s'est clôt avec un hommage mettant en lumière les femmes et les hommes collaborateurs et partenaires des Nations Unies qui contribuent chaque jour à la mission de l'ONU à Djibouti. Et en ouvrant les discours, le coordinateur résident des Nations Unies, José Barahona, a rappelé le rôle central de l'ONU dans la promotion de la paix, du développement et des droits humains. On l'écoute. Aujourd'hui, nous célébrons, comme on a vu dans les vidéos, les 80 ans de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies qui était signée en 1945. Durant cette période, l'ONU a joué de nombreux rôles que j'ai regroupés en deux groupes différents. Parfois, nous avons un rôle de mettre en place des activités d'implémentation et on a aussi notre rôle de devenir l'arbre dans lequel les pays, les différents États se parlent. Sur le rôle de mise en œuvre, la ONU a mené des missions de paix extrêmement compliquées et difficiles dans ces 80 ans. En effet, 4400 soldats de différents pays ont perdu leur vie en tant que maintenir la paix et pendant qu'ils travaillaient pour les casques bleus au cours de ces 80 années d'histoire. Les Nations Unies ont travaillé main à main avec les gouvernements pour promouvoir le développement. L'équipe des Nations Unies va continuer à travailler à Djibouti et vous pouvez compter avec nous. On sera là et on va continuer hand in hand avec les gouvernements pour travailler. Je vais finaliser pour remercier le gouvernement de Djibouti pour votre amitié et votre ouverture, l'accès que nous avons à votre bureau de différents ministères. Et en clôturant la série des interventions officielles, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Hussein, a réaffirmé l'attachement de Djibouti au multilatéralisme et à la coopération internationale, insistant sur l'importance de l'ONU comme espace de dialogue et de consensus pour relever les défis mondiaux. C'est pour moi un honneur de prendre la parole aujourd'hui, en cette journée des Nations Unies qui marque l'entrée en vigueur de la Charte fondatrice de 1945. Cette journée symbolise notre attachement commun à la paix, à la coopération internationale et au respect de la dignité humaine. Depuis son indépendance, la République de Djibouti a fait le choix résolu du multilatéralisme. Notre pays situé au carrefour de l'Afrique, du monde arabe et de l'océan Indien croit fermement que les grands défis de notre temps, qu'ils soient sécuritaires, climatiques, économiques, ne peuvent être relevés qu'ensemble dans la solidarité et le dialogue. Djibouti salue le rôle essentiel que jouent les Nations Unies dans la promotion de la paix, du développement et des droits humains. Notre partenariat avec le système des Nations Unies a permis des avancées concrètes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la résilience climatique et de l'égalité des genres. Sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh,
Djibouti demeure engagé à atteindre les objectifs de développement durable, ODD, et à contribuer à la stabilité de notre région, la Corne de l'Afrique. En cette journée commémorative, nous réaffirmons notre conviction que les Nations Unies restent le cadre le plus légitime pour bâtir un monde fondé sur les droits, la justice et la coopération. Djibouti continuera d'y apporter sa voix, son engagement et sa confiance. Vive les Nations Unies, vive la coopération internationale, vive le multilatéralisme, vive la République de Djibouti. Je vous remercie. Dans l'actualité également, l'ensemble des établissements scolaires de la République ont vibré toute une semaine écoulée au rythme d'activités sportives et physiques collectives et individuelles. Des randonnées pédestres, des jeux traditionnels, des tournois en sport collectif et individuel, natation notamment. Parallèlement, des médecins du personnel médical ont sillonné les établissements scolaires pour mener des activités de dépistage et animer des conférences et débats en prodiguant des conseils de santé et en nutrition au profit des élèves, des parents et des enseignants. Ces activités ont mobilisé les personnels du CFEN, du CRIPEN, du MENFOP, mais aussi des personnels pédagogiques et administratifs des établissements de formation professionnelle du pays. Même les inspecteurs généraux, le secrétaire général et le ministre ont participé au tournoi de football, ce qui a créé une magnifique et saine émulation où le sport était au service de la santé. Après une longue semaine à joindre l'utile à l'agréable, les élèves de l'école de la République ont fêté avec le ministre de l'Éducation et le ministre de la Santé, la clôture de ce bel événement qui s'est déroulé en fanfare au lycée de Djibouti en présence des membres de l'association pour la promotion de l'éducation physique et le sport scolaire ainsi que des hauts cadres des deux ministères. Les ministres et les hauts responsables des deux ministères ont été accueillis avec des chants et des danses folkloriques bien sentis avant une démonstration d'un sport de combat contextualisé et adapté à notre culture nationale, le Dakaitoriu, effectué par un maître sensei. Puis les officiels ont effectué une longue visite des stands exposés, des matériels et divers instruments médicaux dont des microscopes futuristes, mais aussi des pansements, des médicaments et surtout de nombreux dépliants pour sensibiliser aux facteurs de risque pouvant entraîner des maladies transmissibles et non transmissibles. C'est d'ailleurs la quintessence du mot du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, qui s'est fendu d'un bon message de remerciement à l'endroit de son collègue du ministère de l'Éducation nationale pour lui avoir fait revivre ses années de lycéen dans ce haut lieu de l'éducation. Dans l'actualité, toujours, la 3e conférence ministérielle de l'autorité intergouvernementale pour le développement sur le travail, l'emploi et la migration de main-d'œuvre s'est tenue à Nairobi, au Kenya, du 20 au 22 octobre, sous la présidence du ministre du Travail djiboutien chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd. Le ministre a conduit une délégation intersectorielle composée du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, du conseiller principal du ministre du Travail, ainsi que des membres et des cadres du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, illustrant l'approche concertée et multisectorielle adoptée par la République de Djibouti en matière de travail, d'emploi et de migration de main-d'œuvre. Placé sous le thème « Améliorer la gouvernance des migrations et de la mobilité de la main-d'œuvre pour la prospérité », cette importante rencontre a rassemblé les ministres du Travail et de l'Intérieur des pays membres de l'IGAD, des partenaires sociaux, ainsi que les représentants d'organisations régionales et internationales en présence du secrétaire exécutif de l'UGAD, Dr Workneh Gebiyehu. Les travaux ministériels tenus le 22 octobre ont été précédés par 2 jours de réunions techniques au cours desquelles les experts de haut niveau des États membres, appuyés par les organisations internationales, régionales et les partenaires sociaux, ont procédé à une analyse approfondie des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme national et régional pour la migration de main-d'œuvre. À l'issue de leur délibération, les ministres ont adopté un communiqué commun réitérant leur volonté de mettre en œuvre les recommandations issues des travaux des experts, de renforcer les capacités institutionnelles et de promouvoir une mobilité de main-d'œuvre régulière, sûre et ordonnée dans l'espace IGAD, conformément aux priorités de la région et aux objectifs du développement durable.
Et dans son allocution prononcée à la tribune de cet important événement, le ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, en sa qualité de président de la conférence, a salué les efforts conjoints des pays membres et réaffirmé l'engagement constant de Djibouti à promouvoir le travail décent, la mobilité régulière de la main-d'œuvre et la coopération régionale en faveur du développement humain et social. Et dans l'actualité, toujours et à l'issue de cette formation, dans le cadre de l'initiative parlementaire pour la finance climat, un atelier national intitulé Dialogue sur les zones d'énergie verte à Djibouti s'est tenu pendant 2 jours au Sheraton Hotel, réunissant un large éventail d'acteurs clés. Et cette rencontre de haut niveau a pris fin hier après 2 journées de discussions intenses et fructueuses. Organisé en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, cet atelier a rassemblé des représentants du secteur public, des parlementaires, des opérateurs du secteur privé ainsi que les membres de la société civile. Ensemble, les participants ont échangé leurs expériences, identifié les défis majeurs et co-construit des pistes de solutions concrètes adaptées aux réalités régionales, nationales pour promouvoir le développement des zones d'énergie verte à Djibouti. Les travaux de réflexion ont permis de formuler plusieurs recommandations stratégiques, notamment la nécessité de mettre en place un cadre législatif et réglementaire cohérent, l'objectif étant de mieux harmoniser les investissements, renforcer les mécanismes de financement et accélérer la transition énergétique du pays dans une perspective inclusive et durable. Et à l'issue de la cérémonie de clôture de l'atelier, notre équipe de reportage a recueilli pour nous les impressions des participants. C'est vraiment 2 jours qui nous ont permis d'échanger en profondeur sur le potentiel de Djibouti par rapport aux énergies renouvelables, au développement de zones d'énergie verte. On a senti un vrai dynamisme, une vraie motivation dans la salle de la part des députés. Et surtout, tous les acteurs du secteur se sont rassemblés et ont fait l'effort de venir pour cette journée. Donc c'est vraiment bien de voir que tous les acteurs concernés par les énergies sont impliqués et sont prêts à dialoguer tous ensemble pour pouvoir trouver des solutions collectives. On a eu beaucoup d'enthousiasme dans tous les pays avec lesquels on conduit ce projet. Ils sont 15 en tout, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique de l'Est. Donc on a vraiment une motivation et une dynamique en ce moment qui est très forte et on veut essayer de capitaliser là-dessus et de motiver au maximum les députés à prendre des actions dans leur Parlement parce que c'est bien de discuter et d'échanger, mais il faut aussi passer à l'action et c'est ce sur quoi on essaie de les accompagner. Et on pense que c'est ce type d'ateliers qui vont nous permettre de passer de la théorie à la pratique et de pouvoir faire en sorte que tous ces pays qu'on accompagne puissent prendre des initiatives ensemble. L'idée, c'est que les financements qu'on a actuellement, ça serve à identifier des projets qu'ensuite on peut soumettre soit au Fonds vert pour le climat, qui nous finance actuellement pour ce projet, soit à d'autres bailleurs. Donc ça va nous permettre d'identifier des projets prioritaires, de préparer des propositions pour qu'ensuite on puisse aller voir les bailleurs, leur dire voilà, on a établi cette proposition avec tous les acteurs concernés. On a fait des études pour être sûr que c'est une zone qui va fonctionner. Et donc maintenant, on vous demande de nous apporter les financements pour pouvoir financer ces projets concrètement. Et également des directeurs des ressources humaines et des projets chez Vision. Et la Vision Gaming Lounge Club se veut un véritable univers de loisirs numériques où chacun, jeune, famille, passionné ou curieux, peut venir s'évader et se divertir, participer à des compétitions ou simplement passer un agréable moment. L'espace comprend des équipements de dernière génération, écran haute définition, jeux en réalité virtuelle, escape game, ainsi qu'un espace académique pensé pour initier et former les jeunes au métier du numérique et du gaming. Prenant la parole lors de cet événement, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a salué l'engagement, la créativité et la persévérance des jeunes membres de l'association. Elle a réaffirmé le soutien indéfectible du gouvernement envers toutes les initiatives qui contribuent au développement socio-économique et à l'épanouissement de la jeunesse
à travers la culture, les industries culturelles et créatives, le sport et l'entrepreneuriat. Elle a enfin rappelé les deux défis à relever, attractivité et durabilité, tout en encourageant les jeunes à persévérer. La cérémonie s'est clôturée par une séance d'échange interactif entre la ministre et les fondateurs du Vision Gaming Lounge Club, suivi d'un moment de convivialité et de dégustation, marquant ainsi l'ouverture officielle d'un espace qui s'annonce comme un lieu emblématique du numérique à Djibouti. Suivant la série des réactions que notre équipe a pu recueillir à l'issue de cet événement. Je suis le président de l'association Djibouti eSport qui a été créée en 2018. Je suis aussi président de la nouvelle entreprise Vision Gaming Lounge. Nous remercions aujourd'hui la ministre, Dr Hibou Moumin Assowe, qui est venue inaugurer cet espace gaming. Cet espace gaming est un rêve qui s'est réalisé. Aujourd'hui est un grand jour parce qu'on a un espace gaming pour la communauté. Gamers qui peuvent venir quand ils veulent. C'est ouvert tous les jours. On est à la place Milik, place du 27 juin. Nous sommes ouverts tous les jours. Donc cet espace est dédié aux jeunes de la communauté. Cela n'aurait pas été possible sans le soutien du ministère de la Culture et de la Jeunesse, grâce au privilège qu'on a eu l'année dernière de gagner le 3e prix du chef de l'État. C'est grâce à cela que nous avons pu réaliser nos rêves avec tous les équipements dernier cri qui sont maintenant disponibles ici à Vision Gaming Lounge Club qui se situe à Place Milik. Au-delà de l'espace gaming, nous pourrons former des jeunes qui sont passionnés par le sport électronique, aussi appelé e-sport, à être des streamers, à être des arbitres, à être des coachs. Donc voilà, c'est ouvert tous les jours. Venez nous rendre visite. Nous sommes à la place Milik. C'est accessible à tout le monde. Soyez les bienvenus. La Sierra Leone et l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, ont lancé aujourd'hui le 2e forum d'investissement de l'accélération du partenariat pour les énergies renouvelables en Afrique, APRA, un événement visant à mobiliser des investissements à grande échelle pour soutenir la transition énergétique et l'industrialisation verte dans les pays africains. Le forum qui se tient du 22 au 23 octobre au Freetown International Conference Center réunit ministres, investisseurs, développeurs et institutions financière africaine et internationale. Une délégation djiboutienne participe à cet événement conduite par le directeur de l'énergie au ministère de l'énergie et par le directeur général par intérim du Red Sea Drilling Company SAS. Cette rencontre intervient quelques jours après la publication d'un rapport IRENA au pré-COP de Brasilia révélant que l'Afrique n'a représenté que 1,6% de la nouvelle capacité installée en énergie renouvelable en 2024, soulignant l'urgence d'intensifier les investissements. Le forum s'inspire du succès de l'édition inaugurale à Nairobi qui avait permis de mobiliser une pipeline de projets d'une valeur de 2,7 milliards de dollars, soit près d'1 gigawatt de capacité renouvelable. Les efforts post-forum viseront également à renforcer la préparation des projets à l'investissement et à soutenir leur mise en œuvre dans les pays APRA. Et pour clore l'actualité nationale, la diaspora indienne installée à Djibouti en collaboration avec l'ambassade de l'Inde a organisé une somptueuse célébration du festival de Diwali, également connu comme le Nouvel An indien. Diwali, souvent appelée la fête des Lumières, symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres ou du bien sur le mal. C'est l'une des fêtes les plus importantes de la culture indienne, célébrée avec éclat à travers le monde. Et la cérémonie tenue à Djibouti a rassemblé de nombreux invités de marque, dont l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, ainsi que les ambassadeurs et représentants diplomatiques d'autres pays. L'événement s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse et festive, reflétant l'esprit d'unité et de partage qui caractérise la communauté indienne. La soirée a été marquée également par une série de prestations exceptionnelles, notamment celle des enfants, performances artistiques qui ont ému et charmé le public, ainsi que du groupe Jeep Fire qui a su enflammer la scène avec énergie et passion. Et la cérémonie s'est clôturée avec une loterie qui a été organisée. Les gagnants ont été récompensés sous les applaudissements chaleureux de l'assistance, concluant ainsi un événement
mémorable placé sous le signe de la lumière et de la joie et de la fraternité. Lors de son intervention, l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti a d'abord félicité les leaders et les organisateurs issus de la diaspora indienne pour leurs efforts constants dans la promotion et la culture et les traditions indiennes à Djibouti. Il a salué la solidarité et le dynamisme de la communauté qui contribue activement au renforcement des liens d'amitié entre l'Inde et Djibouti. Et l'ambassadeur a rappelé dans son intervention la signification du Diwali en évoquant l'histoire du roi Rama qui, après 14 ans d'exil et sa victoire sur le mal, est revenu dans son royaume d'Ayodhya. Il a souligné que ce message intemporel de lumière, de paix et d'unité reste plus que jamais pertinent dans le monde d'aujourd'hui. Actualité régionale à présent, en Ouganda, un accident de la circulation a fait au moins 46 morts et plusieurs blessés. Mercredi, peu avant minuit, 2 bus et 2 autres véhicules sont entrés en collision sur l'autoroute menant à Goulou, grande ville du nord de ce pays d'Afrique de l'Est. Les autorités indiquent qu'il s'agit de l'un des accidents de la route les plus graves survenus en Ouganda ces dernières années. Et le rapport stipule que 2 chauffeurs de bus roulant en sens inverse ont tenté de dépasser d'autres véhicules, causant la collision près de la ville de Kiryandongo. Au cours de cette manœuvre, les 2 bus se sont percutés de plein fouet, indique le communiqué de la police. Les accidents mortels de la route sont fréquents en Ouganda et ailleurs en Afrique de l'Est où les routes sont souvent étroites. La police attribue généralement ces accidents à la vitesse excessive des conducteurs. En août, rappelons-le, un bus transportant des personnes qui revenaient d'un enterrement dans le sud-ouest du Kenya s'est renversé et a plongé dans un fossé, tuant au moins 25 personnes et en blessant plusieurs autres. Actualité internationale, l'Afrique entre résolument dans une nouvelle ère de transformation économique portée par l'essor des technologies numériques. Selon la Banque africaine de développement, la BAD, l'adoption accrue des outils digitaux pourraient générer jusqu'à 300 milliards de dollars américains supplémentaires de produits intérieurs bruts d'ici 2030, marquant ainsi une étape majeure dans la modernisation des économies du continent. L'Afrique mise sur l'innovation et la technologie pour bâtir un marché commun plus fort, plus agile et plus connecté, une véritable renaissance économique à l'ère du numérique. La Cour internationale de justice a déclaré hier qu'Israël devait permettre l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens de fournir une aide humanitaire à la bande de Gaza dévastée par la guerre. L'année dernière, l'Assemblée générale des Nations Unies avait saisi la Cour de la Haye après le blocage de l'aide humanitaire à Gaza. Le président de la Cour a affirmé qu'Israël a l'obligation d'accepter et de faciliter les programmes d'aide humanitaire fournis par les Nations Unies et ses entités, et les avis consultatifs de la Cour internationale de justice ont une valeur juridique importante et selon les experts, ces décisions pourraient avoir des répercussions internationales sur les opérations humanitaires de l'ONU. Et enfin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a averti que le commerce mondial traversait une période critique en raison de la montée des droits de douane et des politiques protectionnistes adoptées par certains pays, soulignant que les pays en développement sont les plus durement touchés par cette situation. Dans un discours prononcé à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Guterres a déclaré que le système commercial fondé sur les règles, qui repose sur les principes d'équité et d'égalité des chances, risque de dérailler à cause des mesures unilatérales prises par plusieurs grandes puissances. Enfin, le secrétaire général a appelé à une réforme globale du système commercial international afin d'assurer une répartition plus équitable des bénéfices du commerce mondial et de renforcer la capacité des pays en développement à faire face aux défis économiques actuels. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.